Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Avec au sommaire de l'actualité, l'élection hier d'Emmanuel Macron à la tête du pays. Et justement pour en parler avec nous ce soir, Kira Bakara-Dakolo, qui est président du PRG, le Parti radical de gauche. Bonsoir. Bonsoir madame. À la section locale. Alors on va revenir sur les résultats d'Emmanuel Macron, également sur son programme. On sait que le PRG a soutenu Emmanuel Macron dans le cadre de ce fonds républicain pour le second tour. On reviendra sur tout ça, notamment également sur les législatives à venir. On en parle tout à l'heure avec vous, Kira, vous restez avec nous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 8 mai. Plus jeune à occuper ce poste depuis Napoléon, Emmanuel Macron est devenu hier le 8e président de la 5e République. Vainqueur avec plus de 66% des suffrages, il aura également convaincu sur le département puisqu'il arrive assez largement en tête. Il possède maintenant 5 ans pour convaincre et relever les défis du département, si toutefois il obtient une majorité parlementaire. La Fédération mahoraise des associations environnementales sort de son silence pour dénoncer le plan Urgence Eau à Mayotte. En effet, selon son président, les mesures ne répondent pas à la problématique sur le long terme, tandis que les professionnels du secteur n'ont jamais été associés aux prises de décision. Le point au cours de votre journal. Vendredi dernier, une conférence menée par Makanjou Ola Jacques Vieira et organisée par l'association Zangoma a eu lieu au CUFR. Objectif, présenter le Samutawi Yoga des pharaons. Zoom sur cette pratique du développement et du renforcement du corps et de l'esprit, hérité de l'Égypte antique, à la fin de cette édition. Hier, Emmanuel Macron a été élu président de la République, ce qui fait de lui le 8e chef de l'État de la 5e République, mais également le plus jeune puisqu'il n'a que 39 ans. Le candidat d'En Marche a ainsi recueilli plus de 66% de suffrages contre près de 34% pour Marine Le Pen. À Mayotte, même scénario, c'est Emmanuel Macron qui finit en tête avec plus de 57% contre un peu moins de 43% pour la candidate de l'extrême droite qui réalise tout de même un score historique au sein du territoire. Au lendemain des résultats, nous sommes allés recueillir les réactions dans les deux camps au niveau local. Un reportage de Sony Chamsidine. Il est le nouvel homme fort de la France. À seulement 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la 5e République. À Mayotte, le nouveau chef de l'État obtient plus de 57% de suffrages. Une belle victoire pour ses partisans. Sur le plan territorial, je voudrais dire quand même saluer les Mahorais qui ont largement voté pour Emmanuel Macron. C'était pas chose aisée, effectivement, puisque on a déjoué tous les pronostics. Tous les pronostics disaient qu'à Mayotte, Emmanuel Macron n'arriverait pas en tête, ça serait Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que Fillon était en tête, une fois éliminé, c'était le deuxième candidat qui était en l'occurrence Marine Le Pen qui est arrivé en tête. Arrivé en deuxième position lors du premier tour devant Emmanuel Macron, Marine Le Pen arrive à la même position au second tour, mais cette fois-ci derrière le candidat d'En Marche. Le score reste cependant historique pour le Front National au sein du 101e département. La victoire d'Emmanuel Macron hier, c'est une victoire par défaut. Donc s'il y a un parti politique à féliciter, c'est exactement le Front National. Parce que le moment que le Front National progresse, certains partis politiques sont en train de chuter. Ils étaient tous contre nous. Il ne faut pas oublier que tous les élus locaux, presque environ une cinquantaine d'élus locaux, y compris les parlementaires, ils étaient tous pour Macron. Au Front National, c'était juste des jeunes, des gens qui se soucient de l'avenir de Mayotte. Malgré tout, quand même, on est arrivé à 40% ici à Mayotte. Donc c'est un score que je profite à féliciter l'équipe, l'ensemble de l'équipe et aussi tous les comités de soutien qui ont été montés pour défendre les projets de Marine Le Pen à Mayotte. Pour la classe politique mahoraise, l'heure est désormais aux élections législatives, un enjeu particulièrement décisif dont le résultat est difficile à prévoir cette année. Nous aurons l'occasion d'ici quelques jours d'aller au plus près de la population pour que chacun, parce que je crois que chacun a soutenu un candidat aux élections présidentielles, c'est pas du jour au lendemain qu'on va changer de programme. Et nous aurons devant la population, moi je suis candidat aux élections des députés dans la circonscription du Sud, comme mon cousin Mansour Kamardine, comme
El Hadi Chakrina, comme beaucoup de gens qui sont candidats, nous aurons l'occasion devant la population d'expliquer chacun son programme et surtout expliquer beaucoup plus le programme d'Emmanuel Macron. Et il faudra bien compter sur l'extrême droite locale. L'objectif sera toujours les mêmes, défendre les Mahorais, défendre notre valeur, défendre notre tradition, ne rien laisser pour les autres. On espère faire mieux, petit à petit, je ne sais pas pour avoir un résultat, mais déjà avoir un score honorable. Une nouvelle campagne est donc d'ores et déjà lancée pour un scrutin au cours duquel le taux de participation devrait être plus élevé qu'au présidentiel. On l'a vu, Pierre-Emmanuel Macron emporter l'élection au national et on a vu le score également effectué à Mayotte. On ne s'y attendait pas trop. Certains avaient peur que ce soit Marine Le Pen qui l'emporte au vu des résultats du premier tour. Oui, effectivement, c'est une surprise. Lorsqu'on a vu tomber les résultats, au fur et à mesure, on voyait qu'Emmanuel Macron avait remporté la plupart des communes. Il a quand même remporté 11 communes. Et puis, pas des moindres quand même, sur Mamoudzou, plus de 70% des suffrages. Donc, c'est vraiment un plébiscite. C'est étonnant parce que... On imaginait, comme ça a été dit dans le reportage, que les électeurs de François Fillon seraient plus proches de Marine Le Pen et finalement il n'en a rien été du tout. Il y a bien eu un front républicain à Mayotte, moins qu'à l'échelle nationale, mais il y a quand même eu un front républicain et il y a eu un barrage au front national sur le département comme sur l'ensemble du territoire, puisque finalement Marine Le Pen, notamment dans les Outre-mer, elle n'a pas du tout, elle n'a pas gagné, elle n'a pas remporté, elle a remporté que très peu de départements au niveau national. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se dessine justement avec ces résultats, avec Macron qui a emporté Mayotte, on peut le dire comme ça? Qu'est-ce qui se dessine du coup? Écoutez, là on va entrer dans une phase un peu où on est vraiment dans l'expectative. Pourquoi? Parce que déjà il va y avoir d'importantes recompositions au niveau national au sein des partis. Le Parti socialiste aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Idem pour les Républicains qui ont vécu une campagne très très difficile. Le Front National qui va se remodeler, qui va renaître, j'allais dire, après cette défaite. Alors on ne sait pas comment. On imagine que du côté de Nicolas Dupont-Aignan, il va y avoir une alliance. Déjà, il s'est un peu suicidé politiquement en suivant Marine Le Pen, et ils sont obligés maintenant de s'allier l'un et l'autre. L'une parce qu'elle a envie d'avoir une ouverture qui lui permettrait de ratisser beaucoup plus large. On se souvient de ses querelles avec son père, qui sont sûrement des querelles instrumentalisées pour justement exclure Jean-Marie Le Pen et pour dire non, le Front National, ce n'est plus Jean-Marie Le Pen. Ça a été aussi une stratégie pendant de longues années du côté du Front National qui a été mise en place. Aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne pas. Il y aura toujours cette assimilation entre Jean-Marie Le Pen qui a fondé ce parti et qui en est quand même, j'allais dire, le fondateur, mais au niveau surtout de l'idéologie. Et c'est surtout ça, on pourra changer de nom, ça ne changera rien. Donc il y aura cette volonté de s'allier avec des personnes, des personnalités politiques qui sont dites plus modérées, notamment Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est vraiment une stratégie qui est indispensable pour ce parti s'ils veulent un jour arriver au pouvoir. Et puis ensuite, effectivement, il y a de nombreux changements avec l'arrivée de ce mouvement En Marche, de ce qui n'est pas encore un parti. Alors, ça va s'appeler La République En Marche pour les législatives. Tous les candidats qui seront, on va parler des législatives juste après, tous les candidats seront sous la bannière La République En Marche, mais quels seront-ils ces candidats? Qui sera dans cette République en marche? C'est la grande question et c'est le grand défi finalement, puisque beaucoup ont voté pour l'homme, beaucoup ont voté pour Emmanuel Macron. Mais maintenant, il va falloir qu'il obtienne cette majorité et pour ça, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'il choisisse des candidats, parfois des candidats qui seront peut-être inconnus. Et ça va être compliqué parce qu'on est quand même à moins d'un mois du premier tour des législatives. Donc ça va vraiment être un très très grand défi, j'allais dire plus important encore que celui de l'élection présidentielle. Puisqu'il était le grand favori quand même depuis plusieurs mois maintenant, notamment le favori, et dans les médias il a toujours été donné comme le grand favori, donc il a réussi son premier pari. Le deuxième, et c'est le plus important, c'est celui qui lui permettra de gouverner, ça sera les législatives. Mais ça va quand même être très très compliqué parce que
les législatives, c'est aussi des hommes et des femmes, des ténors, on va le voir sur le département, et ça, il va falloir qu'il trouve ces ténors à lui, qu'il trouve ceux qui vont être capables de gagner dans de nombreuses circonscriptions pour qu'il obtienne la majorité. Mais c'est vraiment un défi difficile à relever. On verra ce que ça donne, mais on pourrait imaginer une cohabitation qui serait très très difficile pour Emmanuel Macron, parce qu'il n'aurait pas la possibilité de gouverner pleinement, j'allais dire, même si son mouvement est un mouvement ni à gauche ni à droite, et ça lui permettra d'avoir probablement des députés. Orienté plus ou moins gauche. Oui, il est orienté, mais plus ou moins, parce que sur de nombreuses mesures, je pense que des députés de droite voteront pour les lois qu'il va proposer. Donc il va pouvoir jouer là-dessus, mais c'est sûr que cette bataille des législatives, elle ne fait que commencer, et elle est ô combien cruciale. Souvent, on pense que les présidentielles, là, l'élection présidentielle, c'est le plus important, mais pas du tout. Pour gouverner un pays, pour faire avancer, pour réformer un pays, il faut un parlement, et donc ça va être la future tâche qui l'attend. On va suivre de très près, notamment à Mayotte avec notre invité ce soir. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et longtemps accusé de ne pas avoir de programme, le nouveau président de la République a su faire taire les plus sceptiques au fil des semaines, car que l'on adhère ou non à ses idées, Emmanuel Macron possède bien un projet chiffré et détaillé. En attendant sa prise de fonction officielle prévue ce dimanche, nous avons décidé de faire le point sur les mesures phares de son futur quinquennat, entre moralisation de la vie publique, plan d'investissement, réforme de l'Europe et bien entendu politique à Mayotte. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Intitulé « Retrouver notre esprit de conquête pour bâtir une France nouvelle », le programme du nouveau président de la République tient sur 17 pages. Premier grand chantier de son quinquennat, la rénovation et la moralisation de la vie politique. Pour ce faire, il compte interdire le cumul des mandats, interdire pour les élus et les ministres d'embaucher un membre de leur famille, ou encore interdire les détenteurs d'un casier judiciaire de se présenter à une élection. Ces mesures s'accompagnent de la réduction d'un tiers du nombre de députés et de sénateurs. Par ailleurs, le nombre de mois pendant lequel le Parlement légifère sera réduit, tandis que le président de la République devra présenter son bilan une fois par an devant le Congrès. Concernant la budgétisation de son programme, l'ancien ministre de l'économie a prévu de faire d'importantes économies, tout en relançant les investissements dans des secteurs ciblés. Il souhaite ainsi réaliser 60 milliards d'euros d'économies en 5 ans, grâce notamment à la suppression de 120 000 postes d'agents publics, grâce à une réforme sur le fonctionnement de l'assurance chômage ou encore sur le fonctionnement de l'assurance maladie. En parallèle, son programme prévoit un plan d'investissement de 50 milliards d'euros divisé comme tel, 15 milliards d'euros pour la formation, 15 milliards pour la transition écologique et énergétique, 5 milliards pour la santé, 5 milliards pour l'agriculture, 5 milliards pour les transports et équipements collectifs locaux, et enfin 5 milliards pour la modernisation des administrations publiques. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron souhaite réduire les cotisations sociales pour les salariés et les indépendants, tout en augmentant la contribution sociale généralisée. Pour un salaire de 2 200 € net par mois, cela se traduira par un gain net estimé à 500 € par an. Il s'est également engagé à exonérer 80% des ménages de la taxe d'habitation. Autre mesure phare, il promet d'ouvrir les droits de l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent, droits qui seraient utilisables une fois tous les 5 ans. Fervent défenseur de l'Europe, le nouveau président propose de créer un budget pour la zone euro et un poste de ministre de l'économie et des finances de la zone euro qui aura la responsabilité du budget, sous le contrôle d'un parlement rassemblant les parlementaires européens des États membres. Sur la question de Mayotte, il a annoncé que l'île bénéficierait d'une large part dans le milliard d'euros alloué aux investissements collectifs des territoires d'outre-mer. Il s'est par ailleurs prononcé en faveur d'une meilleure coopération régionale qui passera par le développement de l'Union des Comores. Sur le plan économique, il a promis d'instaurer une zone franche pour relancer l'activité des entreprises. Éducation, environnement, santé, son projet prévoit de réformer en profondeur tous ces domaines, même si pour cela il lui faudra disposer d'une majorité, à la suite des élections législatives à venir. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! On vient d'entendre le discours d'Emmanuel Macron au Louvre. Alors, Kira, on a entendu également les mesures très brièvement et qui sont prévues pour mettre notamment la meilleure coopération régionale avec les Comores et également cette zone franche. Vous qui avez soutenu Emmanuel Macron, cette victoire vous réjouit-elle ?
Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'adresser mes condoléances à la famille de Abdou Bachir, l'ancien grand cadi de Mayotte, ainsi qu'à l'ensemble des Mahorais qui ont perdu un homme de très grande valeur, voilà, qui a beaucoup servi Mayotte. Donc, concernant la question que vous me posez, à savoir le programme d'Emmanuel Macron pour Mayotte. D'abord, sur la coopération, Emmanuel Macron a été très clair, contrairement à ce qui a été transformé ici à Mayotte. Il pense que la coopération permettrait de fixer les populations comoriennes chez elles. À travers cette nouvelle coopération, il compte investir aux Comores, non pas dépouiller Mayotte pour développer les Comores, mais investir davantage à travers une nouvelle coopération, de manière à ce que les populations comoriennes restent chez elles. C'est ce que tous les Mahorais espèrent, parce que Mayotte est tout à fait saturée dans tous les domaines. Donc cette nouvelle volonté des politiques des Comores, des Comoriens. Emmanuel Macron, que je rappelle. Emmanuel Macron, que je rappelle, j'ai soutenu au second tour, hein, parce que le Front républicain exigeait que tous les républicains, et je rappelle que le Parti radical de gauche que je représente a été le fondateur de la République. Donc Emmanuel Macron pense qu'une nouvelle coopération permettrait de fixer les populations comoriennes chez elles. Sur l'économie, il propose l'instauration d'une zone franche à Mayotte, qui permettrait aux entreprises de produire davantage, puisqu'elles seraient exonérées des impôts, hein, de produire davantage, mais aussi d'embaucher. Parce que vous savez très bien que le niveau du chômage à Mayotte ici frôle les 40% de la population active. Et donc cette zone globale, franche globale, permettrait à Mayotte de relancer l'économie et de produire davantage de produits ici à Mayotte et puis d'embaucher pour réduire le chômage. Donc vous voyez que Emmanuel Macron a ciblé deux domaines cruciaux pour Mayotte. D'abord la sécurité, l'immigration clandestine, pour permettre à Mayotte de souffler et de fixer les populations comoriennes chez elles. Et puis sur le plan économique, il faut d'instituer une zone franche économiquement pour relancer l'économie. Je n'oublie pas non plus l'éducation, parce que vous savez très bien que Emmanuel Macron propose que dans les classes de CP et de CE, c'est-à-dire CE1, CE2, d'avoir des élèves, 12 élèves par classe. Est-ce que c'est réalisable, sachant que la plupart des établissements à Mayotte sont en zone REP, REP+. Comment il va réaliser ça? Si on investit davantage, c'est tout à fait réalisable. Il a annoncé qu'il allait rénover les classes existantes et construire de nouvelles salles de classe. Donc, vous voyez que Emmanuel Macron souhaite investir pour que les choses aillent mieux ici à Mayotte. Alors justement, Emmanuel Macron a été élu. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'il aura une majorité parlementaire pour pouvoir mettre en œuvre tout son programme? Alors vous êtes candidat pour les législatives, Kira, vous êtes investi depuis le 5 mai pour le PRG, le Parti radical de gauche. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous voyez ces élections, ces législatives? Alors, il y a deux hypothèses. Hein. Vous avez bien vu que la droite s'est prononcée à travers son directeur de cabinet, M. Barouin, qu'ils veulent absolument gagner les législatives pour constituer une cohabitation vis-à-vis d'Emmanuel Macron. La deuxième hypothèse, c'est la majorité présidentielle que pourrait constituer Emmanuel Macron, parce que si vous observez bien les dernières années de la Ve République, on a vu que depuis le quinquennat, l'habitude, c'est de donner une majorité présidentielle au nouveau président. Donc tout l'enjeu est là, justement, soit la droite gagne les législatives dans un mois pratiquement et on assiste à une cohabitation, hein, soit Emmanuel Macron obtient une majorité qui serait certainement une majorité, enfin une coalition des forces de centre-gauche auquel j'appartiens pour gouverner pendant les 5 ans à venir. Alors, sur le terrain local ici, car vous êtes du PRG, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager une main tendue du côté d'En Marche vers votre parti, notamment par rapport à votre candidature à vous? Alors, si le mouvement En Marche me soutient, je suis tout à fait preneur, d'autant que je les ai soutenus au deuxième tour de cette élection présidentielle. Du coup, vous resteriez... Alors, nous en sommes encore par là. Moi, je suis investi par mon parti, le Parti radical de gauche.
je vais partir sur cette étiquette-là. Si d'aventure le mouvement En Marche, de toute façon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me soutenir dans ce mouvement. Donc si le mouvement en lui-même me soutient, c'est tout bénéf pour moi, je suis tout à fait preneur. Quel soutien attendez-vous alors concrètement? Un soutien électoral, un soutien stratégique, un soutien sur le terrain pour que nous remportions ces élections. Merci beaucoup Kira. En tout cas, les élections législatives sont prévues les 11 et 10 juin prochains. On aura l'occasion d'en reparler lors d'autres émissions. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et parmi les défis que devra relever à Mayotte le nouveau président de la République, il y a bien sûr la gestion de l'eau. Après plusieurs mois de crise, toute la population attend d'en savoir plus sur la politique future en la matière. À ce titre, la FMAE, la Fédération mahoraise des associations environnementales, a souhaité faire part de son inquiétude, notamment eu égard aux solutions proposées par le plan d'urgence jugées insuffisantes. La Fédération espère donc que les élus locaux vont prendre cette question à bras le corps, et ce, dès l'élection législative à venir. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Tout juste élu président de la République, Emmanuel Macron est déjà très regardé à Mayotte. En effet, les problèmes y sont plus profonds et plus nombreux que partout ailleurs sur le territoire national. Dernier en date, la gestion de l'eau, qui par manque d'anticipation, aura fait surgir une crise sans précédent cette année. Et selon la FMAE, le plan d'urgence est loin de résoudre la problématique. En fait, ces deux choses nous inquiètent énormément. C'est que les mesures ponctuelles qui ont été censées être mises en place n'assurent guère pour nous une certaine assurance que ce travail était bel et bien fait. Et puis, deuxièmement, justement, par rapport à cette mesure qui permettrait d'avoir une certaine mobilisation assez pérenne de ces ressources en eau, on pense que ces mesures-là font défaut. Il s'agirait de reboisement des bassins versants, avoir une couverture végétale adaptée par rapport au milieu humide. Et donc j'entends par là que ces bassins versants sont identifiés et donc ils sont vraiment érodés, ils sont nus, il manque cruellement de ces outils-là. Des solutions à long terme existent et la FMAE en possède plusieurs. Néanmoins, depuis le début de cette crise, la fédération n'a jamais été associée aux décisions, malgré les promesses. On nous a promis lors de la réunion avec le représentant ministériel que des mesures pérennes, concrètes ont été déjà signées. Maintenant, on a demandé à maintes reprises d'avoir ces éléments-là. On nous a fait comprendre que la FMAE ferait partie des acteurs qui participeront à ce genre de chantier. Or, jusqu'au jour de ce jour, on n'a rien reçu. Maintenant, la question, c'est que la continuité de l'affaire, alors que le côté au niveau politique, c'est plus la même gouvernance. Maintenant, quelles seront les mesures prises pour assurer la pérennité de la chose? En effet, la question du changement de gouvernance sème le trouble quant à l'avenir du plan urgence eau à Mayotte. Dans ces conditions, la FMAE compte bien se mobiliser pour qu'une gestion plus écologique de l'eau soit portée par les élus du département. Très bientôt, il y a les élections parlementaires. Et on attend fermement à ces candidatures qui viendront pour rappeler et garantir vraiment que parmi leurs chevaux de bataille seront mises en place ces politiques-là. Donc là, on est aussi en campagne, en parallèle de nos politiciens actuels, en parallèle, on essaie d'apporter notre savoir-faire. La bataille des législatives commence et elle est bien plus importante pour l'avenir de Mayotte que celle des présidentielles. Et ça, la FMAE, apolitique et discrète jusqu'alors, semble bien l'avoir compris. Les mangroves menacées par l'activité humaine ou encore la grève à Colas qui démarre demain matin, c'est également dans le reste de l'actualité de ce lundi 8 mai. Davantage de précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Dès demain, une partie des salariés de la Colas sera en grève, moins de 2 ans après un précédent mouvement qui avait duré plusieurs semaines et laissé des traces au sein de la société. En effet, depuis, les tensions sont restées vives, notamment en raison du licenciement de plusieurs représentants syndicaux. En ce qui concerne la plateforme revendicative, elle est impressionnante, avec comme première revendication une augmentation des salaires de 300 €
intégrés par salariés dans les grilles salariales. Les syndicats réclament également la mise en place du régime d'intéressement et de participation, l'augmentation de la prime de transport ou encore la mise en place d'une complémentaire retraite par exception territoriale avec effet au 1er janvier 2017. Les syndicats souhaitent en outre l'attribution d'une prime exceptionnelle de 800 € à chaque salarié pour l'exercice 2016. Dès demain, le rapport de force va donc s'engager et au regard des précédents mouvements au sein de la Colasse, nul doute que le conflit risque d'être musclé. Un décret datant du 3 mai 2017 organise et officialise le recensement de la population de Mayotte en 2017. Ce dernier sera mené par l'INSEE du 5 septembre au 2 octobre prochain. Le décret précise, je cite, « Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec le préfet, représentant de l'État à Mayotte et avec les maires. Chacun aura donc son rôle à jouer et afin de mener à bien sa mission, l'INSEE Mayotte a initié un recrutement localement de 600 agents recenseurs qui seront en charge de sonder l'ensemble des foyers aux 4 coins de l'île. En ce qui concerne les résultats ô combien importants pour Mayotte et pour l'enveloppe des dotations de l'État, ils sont attendus en fin d'année. A noter que le dernier recensement datant de 2012 indiquait le chiffre de 212 645 habitants sur le département. Ce n'est plus un secret pour personne, les mangroves de Mayotte reculent et commencent même à disparaître en certains endroits de l'île. Défrichement, aménagement sauvage, urbanisation, ces écosystèmes souffrent face aux évolutions du département. L'UICN France est penché sur la question et les résultats montrent côté terrestre un très net recul des arrières mangroves, classées en danger critique, et côté marin, une régression des mangroves externes classées vulnérables. Selon un rapport, cet écosystème ne se trouve ainsi plus qu'à l'état de relique sur les côtes mahoraises. La protection et la restauration de ces sites apparaissent donc comme une priorité pour sauvegarder ces milieux naturels. Au regard de ce rapport, à ce rythme, certains fronts pionniers pourraient être condamnés à disparaître au cours des 50 prochaines années. Et autre information dont nous allons parler avec vous, Pierre, ce naufrage qui a lieu hier. Oui, effectivement, ça va être le grand défi du nouveau président de la République. En même temps qu'il était élu, un naufrage a eu lieu quasiment en même temps. Un kwassa est parti d'un village proche de Domoni pour rejoindre l'île au lagon et il a été de Mtsamoudou, pardon. Et justement, le naufrage s'est produit proche de Domoni, au large de Domoni, et donc 13 personnes ont pu être secourues. Il y avait plus d'une vingtaine de personnes, mais une dizaine restent portées disparues, sont activement recherchées, et une femme a trouvé la mort. Donc voilà, c'est effectivement la problématique de l'immigration clandestine qui n'est pas nouvelle, et vraiment il va devoir le prendre à bras le corps. On a parlé de coopération régionale. Il y avait deux visions qui s'opposaient. D'un côté, cette coopération pour développer aussi l'Union des Comores et pour stabiliser les populations à Anjouan, en Grande Comore ou à Mouélie. Et puis de l'autre, il y avait cette politique drastique de Marine Le Pen qui voulait mettre fin au droit du sol, qui voulait immigration zéro. Elle avait promis qu'en 5 ans, elle réussirait à mettre fin à l'immigration, qui semblait un peu compliqué. Donc voilà, et ça va vraiment être là-dessus en priorité qu'il va être attendu, le nouveau président de la République, pour que ces drames cessent et qu'une vraie politique soit menée en matière de lutte contre l'immigration clandestine, mais effectivement aussi de développement et de coopération régionale. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Et maintenant, place à un peu de détente, surtout après cette période intense d'élection présidentielle. De la détente, oui, et plus précisément du yoga, cette méthode de relaxation basée sur le contrôle de la respiration. Tel fut en tout cas l'objet de la conférence tenue vendredi dernier au centre universitaire de Dembéni à l'initiative de l'association de promotion de la culture Zangoma. Les participants ont ainsi pu découvrir à quand remonter et en quoi consistait cette pratique, notamment grâce à l'intervention du professeur de yoga Makonjola Jacques Vieira, venu spécialement de métropole. Immersion donc dans l'histoire du yoga dans ce reportage signé Adèle Laurent. Histoire, yoga et santé. Le Samutawi Yoga des pharaons pour un mieux-être. C'était l'objet de la conférence de vendredi dernier organisée par l'association de promotion de la culture Zangoma. Fatima Ousseni nous explique en quoi cette conférence entrait dans le cadre de leurs activités. Connaissance de soi,
c'est le socle conceptuel de nos travaux. Qui on est, qui sommes-nous? Et c'est au travers des arts plastiques, au travers du cinéma, au travers de la peinture et aussi des sciences qu'on permet aux jeunes de mieux se connaître, de mieux connaître leur histoire et donc de mieux se projeter dans l'avenir. Donc c'est évidemment la conférence d'aujourd'hui qui a été très riche, très nourrie, était tout à fait dans cette optique. Connaissance de l'univers, des sciences, de la médecine, de l'architecture, des mathématiques, de la philosophie, l'Égypte antique est à la source de nombreux aspects de la civilisation occidentale. Et fait méconnu, l'ancienne Égypte a également pratiqué le yoga. Dans les peintures et bas-reliefs des temples égyptiens, on peut effectivement observer des postures verticales que les initiés appellent aujourd'hui le yoga des pharaons. Makanjuola Jacques Vieira, qui a mené cette conférence, nous en dit plus. Le yoga d'Égypte antique, dit yoga des pharaons, nous permet de nous relier à une pratique ancestrale qui peut être très bénéfique actuellement. Et aussi, ça nous a permis de faire un lien entre différentes pratiques qu'on peut mettre sous le vocable de yoga. Le yoga taoïste avec le kung fu Neicha, la voie intérieure du kung fu, le qigong, une gymnastique chinoise, même le tai chi, et le hatha yoga, le raja yoga indien. Voilà, toutes ces traditions ont puisé à la même source. Un héritage des Égyptiens dont la pratique apporte des bienfaits sur les plans physiques et mental. Toutes les pratiques de yoga, bien entendu, pourvu qu'elles soient faites dans le respect de son corps, dans l'écoute, apportent un bienfait. Et bien entendu, lorsque le corps va bien, l'esprit, le moral va mieux. Et inversement, réciproquement, je devrais dire. Cela nous permet au quotidien, dans nos vies quotidiennes, de trouver un mieux-être, corps, esprit, souffle. Et parfois, le yoga est exercé de manière inconsciente. Ainsi, Makanjuola Jacques Vieira a pu constater que des enfants de l'île pratiquaient cette discipline du corps et de l'esprit sans le savoir. À Mayotte, vous voyez des enfants qui prennent des postures, ils font la charrue, ils font la chandelle, ils font des postures que moi-même je ne pourrais pas faire avec mon corps. Et voilà, ce sont ces exemples en les observant s'amuser. Et je pense que d'une façon générale, à partir du moment où le soi est en harmonie, à partir du moment où on est dans l'instant présent, à partir du moment où on harmonise la respiration avec les postures, comme les font des fois les enfants, eh bien on est en état de yoga. C'est juste un mot, le yoga est un mot emprunté de sanskrit, n'est-ce pas? On aurait pu l'appeler, on est en union, voilà, on est en harmonie. Une harmonie bénéfique pour le corps et l'esprit, accessible à tous et qui, en cette période un peu morose, ne peut faire que du bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée à vous.